début du XXe siècle, Haïti ne passe pas uniquement par une crise politique et sociale sans précédent. En effet, la production théâtrale et poétique est en nette baisse. Léon-François Hoffmann nous apprend que seuls 2 romans sont publiés entre 1908 et 1923. La danse des vagues de Léon Lalo en 1914 et 2 pauvres petites filles de Félix Courtois en 1920. Il faut dire que l'occupation américaine est vécue comme un coup de massue qui met KO la classe intellectuelle haïtienne qui a besoin de prendre un second souffle. Et il viendra ce souffle. Il arrivera. La réaction des intellectuels haïtiens sera double. D'une part, le développement d'une forme de francophilie contestataire en opposition à ce nouvel impérialisme américain. D'autre part, une affirmation des racines africaines d'Haïti en proclamant que tous les impérialismes se valent, l'américain, le français, l'anglais ou encore l'allemand. Georges Lescouflair revendiquera cette francophilie dans un article du journal Le Temps datant du 12 juillet 1937. Il écrit en effet « Sans toutes ces choses de France qui sont en nous, l'américain aurait vite fait d'Haïti une bouchée. » La francophonie, ou même notre coriace francophilie, nous a-t-elle jamais protégés d'une quelconque forme d'américanisation? La question a le mérite d'être posée, même avec une certaine forme d'insistance d'ailleurs, et y répondre un jour nous permettra de refermer pas mal de portes. En attendant, revenons sur la tactique des intellectuels haïtiens de l'époque qui consiste à utiliser les lettres françaises comme bouclier contre les tentatives de domination des États-Unis. Mais le courant de Lescouflair ne sera pas le plus influent. En effet, l'indigénisme surgit dans ce contexte trouble et s'impose comme un canal privilégié de lutte contre l'occupant. Car dans cette littérature qui se veut révolutionnaire, les intellectuels recherchent l'authenticité. L'authenticité dans la poésie, l'authenticité dans le roman, l'authenticité dans le théâtre. Même les autres arts sont concernés par cette ambition d'authenticité. La simple esthétique littéraire ne suffit plus. La littérature doit être combattante désormais. Et elle le sera. La littérature de Romain sera combattante. Celle de Brouard aussi, celle de Roumer, celle de Marcelin. Cette littérature de l'indigénisme sera à coup sûr combattante. Ainsi, le mouvement indigéniste va prendre racine dans le contexte de l'occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934 et de la répression exercée contre les mouvements paysans et populaires. Les écrivains et les artistes commencent à explorer les racines culturelles du pays comme une réponse à l'occupation étrangère. Mais il reste encore à définir l'haïtianité. La génération de la Ronde se charge de définir l'haïtianité. C'est la revendication ouverte d'Antonio Vieux et de Philippe Toby Marcelin en 1925. Nos romans, nos drames, nos poésies furent remplis de cette couleur locale, d'autant plus inutile qu'elle est superficielle. Nos écrivains avaient énoncé la peinture de notre vie de tous les jours. Ils n'en montrent que le cadre. Nous la cherchons avec angoisse, cette âme qui est la nôtre, dont, à travers les lignes, nous aurions dû sentir le souffle. Puis, l'indigénisme va essayer d'aller au fond des choses et prendre des risques à dire qui nous sommes, qui nous ne sommes pas et qui nous devrions être davantage. Il dira que nous sommes un peuple noir, par l'intermédiaire d'un Jacques Roumain par exemple. Jacques Roumain ira même jusqu'à annoncer « Avant tout, nous sommes un peuple nègre », formule annonciatrice du mouvement de la négritude. L'indigénisme dira aussi que nous ne sommes pas des Européens et encore moins des descendants français, par l'intermédiaire d'un Price Mars par exemple. Il dira enfin que nous devrions insuffler davantage d'africanité dans notre vie, par l'intermédiaire là encore d'un Jean Price Mars. Et c'est seulement cette combinaison qui donne naissance à une nouvelle originalité qui est l'haïtianité. La publication entre juillet 1927 et janvier 1928 de la revue Indigène marque l'apogée de ce mouvement majeur dans l'entre-deux-guerres. Des écrivains comme Normil G. Sylvain, Karl Brouard, Philippe Toby Marcelin, Émile Roumer, Antonio Vieux et d'autres y publient leurs rubriques incendiaires. Le texte de Jacques Roumain, Roi d'ébène, sera un moment crucial de ce mouvement. Son roman Gouverneur de la Rosée sera le principal outil dont l'une des utilités est la mise
de l'accent sur la reconnaissance et la valorisation du milieu rural. Quant à Jean Price Mars, il sera le moteur de la mise en valeur des racines indigènes et africaines de la société haïtienne. Il permettra à ce mouvement de se structurer et d'accepter à la fois son sort et son essence, à savoir un mouvement de redéfinition identitaire visant à promouvoir la diversité culturelle et à lutter contre les discriminations historiques subies par la population haïtienne. Tout le monde de l'indigénisme s'influence mutuellement. Ainsi, Boire apprend de Price et de Roumain. Les conférences de l'auteur d'Ainsi parla l'oncle dans les années 20 sont utiles à toute une génération de créateurs et de penseurs. Vocation de l'élite sonne comme un outil de conscientisation de l'utilité et de la responsabilité de l'élite du pays. Toute cette bienveillance va donner lieu à une véritable industrie littéraire, rhétorique et artistique dans les années 30. Les productions à l'intérieur et à l'extérieur du pays vont venir influencer une certaine forme de résistance à l'occupation américaine. Et ce réflexe survivra au départ des Yankees en 1934. Certes, Jean Price Mars sera le cerveau, le didacticien de ce mouvement, mais Jacques Roumain sera celui qui arrivera le mieux à le représenter littérairement, avec plusieurs œuvres représentatives de la quintessence du mouvement. C'est le cas, dans une certaine mesure, de La Montagne ensorcelée, publiée en 1931, qui explore la vie rurale en Haïti et met en lumière les traditions indigènes. Mais c'est Gouverneur de la Rosée, publié en 1944, qui est le chef-d'œuvre du mouvement indigéniste. Le livre intemporel qui plonge dans le cœur de la paysannerie haïtienne, livrée à ses batailles existentielles. Les autres auteurs, Toby Marcelin, Émile Roumer, seront fondamentaux dans la diversité du mouvement. Mais un seul poète et écrivain rendra compte des tumultes et des questionnements identitaires du mouvement indigéniste. Son nom, Karl Boer. Si Karl Boer est intéressant, c'est parce que sa présence dans le mouvement à ses débuts pose la question de l'évolutivité de celui-ci. Karl Boer est le poète bohème de ce mouvement. Son poème, Vous, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, est publié dans le second numéro de la revue indigène. Texte engagé et actuel s'il en est. On lui doit aussi le poème Le Tam-Tam angoissé, où le vaudou est célébré comme élément essentiel de la spécificité haïtienne. Karl Boer est conscient que l'indigénisme doit nécessairement évoluer et déboucher sur autre chose. Et dans le contexte des luttes en Europe et de la misère haïtienne, le mouvement n'a que 3 voies possibles. 1. Le virage vers le marxisme. 2. L'embrasement vers le noirisme. 3. La prise de conscience de la nécessité du nationalisme. Marxisme, noirisme ou nationalisme. Le choix de Karl Boer sera de se démarquer du marxisme prôné par Jacques Roumain, qu'il juge trop théorique. Il se rapproche du groupe des griots et leur noirisme agressif. Groupe mené par François Duvalier, René Piquion et Enoch Trouillot. Mais lui, Karl Boer, le mulâtre qui a déserté son rang social, se réfugiera finalement dans le nationalisme. Parce que le nationalisme est celui qui n'a pas forcément de couleur. C'est lui, le nationalisme, le plus grand aspirateur des convictions, finalement, de cette période douloureuse en Haïti. Et si Karl Boer est intéressant à creuser au cœur et en dehors de l'indigénisme, c'est parce qu'il était capable de volte-face assez suspectes, de remises en cause spectaculaires et en apparence profondes. Ainsi, après son appartenance aux griots et sa collaboration avec les noiristes, comme Duvalier par exemple, il déclare en 1942 « Tout cet africanisme m'ennuie. Je veux aussi bien chanter mes ancêtres blancs. » Jean Price Mars est sensible à cette interrogation, mais n'a pas la même vision que Karl Boer. D'ailleurs, il emprunte l'expression « bovarisme collectif » au français Jules de Gaultier pour exprimer cette idée qui existe chez les Haïtiens de vouloir s'imaginer autres qu'ils ne le sont en réalité, et en se réclamant de la seule composante européenne de leur identité collective. Selon Price Mars, les membres des classes dirigeantes haïtiennes se considèrent comme des Parisiens quelque peu basanés et intériorisent le préjugé racial contre les Noirs. Cette réalité date des années 20. Et qu'est-ce qui a changé depuis lors dans notre pays?
Ce bovarisme collectif est donc plus haïtien que jamais. Et puis, Kalboa va fermer d'autres portes de l'indigénisme. En effet, ce vaudou qui lui semblait si fondamental est devenu secondaire dans sa grille de lecture. Il revient à la religion catholique de son enfance. Il dit ceci: « Devant Dieu et devant les hommes, je renie tous mes écrits vaudouesques. » Voilà comment, en bon cheval de Troie, Kalboa a planté le mouvement dont il était le porte-parole. L'échec de la définition de l'identité haïtienne est en réalité celui de l'indigénisme lui-même. L'échec d'une réponse claire apportée par l'indigénisme ou les autres courants littéraires à la question toute simple « Qui sommes-nous ?» Échec à définir une bonne fois pour toutes l'haïtianité. Dessalines nous déclarait nation nègre dès l'indépendance. Hannibal Price revient sur la question dans son ouvrage de la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti, publié en 1893, avant que l'indigénisme échoue à y répondre une bonne fois pour toutes. Alors ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la principale raison de la situation actuelle du pays est son échec consumé à se définir comme nation. La nation haïtienne est complexe, il y a l'Haïti du dedans opposé à celle du dehors, l'Haïti des campagnes et celle des grandes villes et surtout de Port-au-Prince. Il y a l'Haïti du créole et celle du français qui empêche à l'haïtien de pouvoir écrire dans la langue dans laquelle il représente sa réalité mentale et ses rêves. Il y a l'Haïti des hauteurs et celle des bas-fonds. Mais aussi et surtout, il y a l'Haïti de l'indomptable bêtise de la dualité raciale, ce problème réel ou supposé entre les Noirs et les mulâtres. Kalboa l'a dit à la fin de sa phase indigéniste, tout cet africanisme m'ennuie. Ce même africanisme prôné par le docteur Jean Price-Mars. Dès lors, aujourd'hui, en ce tournant du XXIe siècle, on se trouve encore à se demander qui sommes-nous. Une chose est sûre, il faut que l'haïtien se définisse une bonne fois pour toutes. Nation noire, nation métisse, nation arc-en-ciel, et puis, quelle place faut-il y laisser à tous les fils et les filles d'haïtiens nés à l'étranger? Cette question est psychologique, mais surtout politique. Seule la Constitution peut la définir. Quelle nation sommes-nous? Il n'y a que lorsque nous saurons qui nous sommes que nous pourrons nous défendre et survivre dans un système international de plus en plus prédateur.